J'espère que cette pause musicale vous a plu et nous allons pouvoir reprendre là où nous sommes arrêtés et moi je vais pouvoir récupérer ma voix ordinaire, ce qui sera beaucoup plus facile pour vous raconter la suite. Nous en étions donc à Frank Miller et Alan Moore. Comme tout connaisseur qui se respecte, je sais qu'il ne faut pas mettre ces deux-là ensemble car ils ne s'entendent pas vraiment, voire pas du tout en fait. Mais leurs œuvres ont été un tel tournant dans les années 80 qu'elles ont changé pour les décennies à venir la vision très manichéenne qu'on pouvait avoir des super-héros. Commençons par Mr. Frank Miller. Né en 1957 à Olney, dans le Maryland aux États-Unis, il a grandi à Montpellier. Dans le Vermont. Il est le 5e enfant d'une fratrie de 7 et sa famille est d'origine irlandaise et de confession catholique. Si je vous le précise, c'est parce que cela aura une importance pour comprendre certains aspects de ses travaux. Dès son plus jeune âge, Frank est un vrai fan de Marvel. Et à l'âge de 21 ans, il réussira à faire publier certains de ses scripts dans Twilight Zone Magazine et Weird War Tales. À partir de 1978, il commencera à crayonner pour une série Marvel, John Carter, Warlord of Mars. En février 1979, un an plus tard, il dessine une aventure pour The Spectacular Spider-Man où notre bon ami le tisseur devient temporairement aveugle et dans cette mésaventure reçoit l'aide de Daredevil. À cette époque-là, la série Daredevil est une série sur le déclin. Et soyons honnêtes, le justicier ne serait jamais sorti de l'ombre sans l'intervention de Frank. Après la fin de l'arc narratif amorcé par Roger McKenzie, assisté au dessin par Miller, ce dernier prendra les rênes de la série, au scénario comme au dessin. Et c'est Klaus Jansson qui se chargera de l'ancrage. Mr. Miller restera aux commandes de la série de 1981 à 1983. La question qui se pose est quel est son apport dans la mythologie de l'homme sans peur ? Eh bien déjà, il plonge la série dans une ambiance de roman noir. Ensuite, il donne à Bullseye, un vilain assez folklorique jusqu'alors, une dimension beaucoup plus importante, en le changeant en tueur à gages psychotique et fait de Wilson Fisk, alias le Caïd, la némésis du diable de Hell Kitchen qui en était dépourvu jusqu'alors. En termes de création pure, c'est aussi à Frank Miller que nous devons les origines de Elektra, la création de cette organisation de ninjas immortels nommée La Main, et il nous raconte aussi les années d'études de droit de Matt Murdock et comment il utilise déjà ses dons à l'époque. Et je m'arrête là parce que c'est véritablement à lire. Devenu une étoile montante des studios Marvel, en 1982, Miller va dessiner et coécrire avec Chris Claremont la première aventure solo de Wolverine qui se passe au Japon. La mini-série est un tel succès que peu de temps après, le mutant griffu aura droit enfin à son magazine mensuel. Après Daredevil entre 1983 et 1984, Miller quitte Marvel pour signer chez DC en tant qu'artiste indépendant. Il y publiera Ronin, l'histoire d'un guerrier du Japon féodal qui se retrouve dans un futur dystopique. En 1986, DC le laisse publier une mini-saga mettant en scène un Batman vieillissant, The Dark Knight Return. Oui, le Batman en armure chromée qui passe à tabac Superman, c'est encore du Frank Miller. Suite à ce nouveau succès, l'artiste retourne chez Marvel où il écrira Daredevil Born Again, où l'on apprend que Matt Murdock est issu d'une famille d'immigrés irlandaises catholiques. Surprenant, n'est-ce pas ? Pour ce run, ce n'est pas Frank Miller qui est au dessin, mais David Mazzucchelli, avec qui il retravaillera par la suite. Entre 1986 et 1987, il scénarise la mini-série Elektra, un plaisir autant pour les yeux que pour la lecture. Il retourne une nouvelle fois chez DC, après avoir fait grandir la mythologie de Daredevil, il reviendra sur les origines de Batman, ou plutôt, il nous racontera la première année de Bruce Wayne en tant que justicier nocturne, mais aussi l'arrivée de Jim Gordon à Gotham. Cette saga est sobrement appelée Batman Year One, et on y retrouve David Mazzucchelli au dessin. Durant les années 90, Miller devient un peu touche-à-tout, mais surtout se distingue par des propos de plus en plus misogynes et pro-armes à feu. Alors ça a toujours été le cas, là ça commence à empirer. Il co-scénarise les films Robocop 2 et 3 et fera du Cyberflic une série de comics où il ira jusqu'à le confronter à Terminator. À partir de 1991, il démarre une série indépendante chez les éditeurs Dark Horse, le célèbre Sin City. C'est un comics noir, ultra violent, et dont l'un des personnages principaux se nomme Marv, en hommage à la maison d'édition qu'il affectionne depuis son enfance. Nous sommes en 1998, toujours chez Dark Horse, Frank Miller sort son roman graphique 300. Il revisite à sa manière le récit de la bataille de Thermopyles menée par les Spartes contre l'envahisseur perse. Et nous arrivons à une date clé, une date qui a changé beaucoup de choses. En 2001, Frank Miller aménage, ou plutôt réaménage, Hell's Kitchen, quelque temps avant les événements du 11 septembre. Et c'est à peu près à ce moment-là, traumatisé par les événements,
que Mr. Miller, l'artiste, a laissé sa place à Frank, le psychotique antisocial. L'homme commence à tenir de plus en plus fréquemment des propos misogynes, pro-armes à feu, et mélanger la religion musulmane avec l'islamisme extrémiste. Cet homme est devenu plus obsédé par la loi de Talion, œil pour œil, dent pour dent, que les personnages pour lesquels il a écrit jusqu'alors. Ce n'est que mon avis personnel, je peux me tromper, mais je trouve que son travail s'en ressent. Que ce soit ses films ou les séries inachevées, les œuvres de Frank Miller me laissent désormais une sensation de vide. Et en même temps, la violence gratuite, même enrobée d'érotisme, reste quelque chose de stérile. Si vous souhaitez un artiste subversif, véritablement anti-système, mais plus raffiné, je vous recommande alors Sir Alan Moore. C'est un artiste que vous devez de connaître car c'est un autodidacte de génie et vous allez comprendre que je pèse mes mots. Né à Northampton, en Angleterre, en novembre 1953, le jeune Alan grandit dans The Borough, un quartier pauvre de la ville où le niveau d'illettrisme atteint est considérable. Son père est brasseur et sa mère tient l'imprimerie locale. Dès ses 5 ans, Alan Moore est un lecteur omnivore dévorant tout type de romans qu'il emprunte à la bibliothèque, mais aussi de strips dans les journaux. Et c'est ces petites bandes qui lui feront découvrir une passion véritable pour les comics à travers les personnages The Flash, The Fantastic Four et bien sûr Batman. À l'âge de 11 ans, il intègre enfin l'école de grammaire de Northampton et vivra son premier véritable choc social. Alan passe de premier de la classe dans sa précédente école à dernier des cancres. Les autres enfants venaient de classes sociales plus aisées et avaient bénéficié d'une éducation un peu plus soutenue. Le jeune Alan Moore commencera à véritablement détester l'école et le système scolaire anglais dans son ensemble, à tel point qu'il y voit une forme d'endoctrinement, une sorte de lavage de cerveau collectif. Ce moment de sa vie l'a marqué à tel point que des décennies plus tard, lorsque sa fille Lina commence l'école, il lui dira « Et surtout n'oublie pas ma chérie, on ne dit pas « Tenez madame », on dit « Prends sa morue ». Véridique. Les informations viennent de sa fille elle-même. À la fin des années 60, il réussit à faire publier des poèmes et des essais dans un fanzine nommé Embryo, ce qui lui permettra d'intégrer Northampton Art Club, un groupe d'artistes indépendants local. 1970, Alan a 17 ans et finit par être définitivement renvoyé de l'école de grammaire parce qu'il s'est fait choper en train de revendre du LSD à ses petits camarades. Le proviseur de l'école contactera les directeurs des autres établissements scolaires afin qu'ils refusent automatiquement la candidature d'Alan Moore car il qualifie ce dernier de véritable danger public. En 1973, enchaînant les petits boulots, le jeune Alan Moore finit par rencontrer Phyllis Dixon. C'est un véritable coup de foudre et ils aménagent et se marient très rapidement. Il décide alors du chemin que prendra sa vie. Il deviendra artiste, sinon rien. À partir de 1980, il devient écrivain freelance et se retrouve publié dans Marvel UK dans les magazines 2000 AD, ainsi que Doctor Who et Star Wars Weekly. C'est avec le dessinateur Alan Davis qu'ils créeront ensemble le personnage de Captain Britain, le protecteur du nexus des réalités. Car oui, si je vous ai raconté l'anecdote du LSD, ce n'est pas vraiment anodin. Les œuvres de Alan Moore sont souvent métaphysiques et psychédéliques. Et l'homme possède une telle culture littéraire qu'elle lui permet d'écrire pour vraiment tous les genres. Il touche au surnaturel avec Swamp Thing, un comics dans lequel il créera le personnage de John Constantine. Et quelques années plus tard, il écrira aussi quelques scénarios pour Spawn. Il rendra hommage à la littérature classique de l'époque victorienne au travers de La Ligue des Gentlemen Extraordinaires et avec le personnage de Miracle Man nous embarquera dans une épopée cosmique sans précédent. Alors c'est bien gentil de vous faire la biographie d'Alan Moore en un temps record, mais en quoi cela nous concerne? Le sujet du jour, c'est bien les Vigilantes, non? Nous y arrivons. Alan Moore est l'auteur de 3 récits qui concernent directement la thématique des Vigilantes, à savoir Watchmen, publié entre 1986 et 1987 et où il sera assisté au dessin par Dave Gibson, Killing Joke, sorti en 1988, et en 1989 sera enfin publié V for Vendetta. Si vous ne connaissez pas ces chefs-d'œuvre qui ont marqué l'histoire du comics, je vais vous faire un léger mais très léger résumé de ce qu'ils sont. Watchmen nous raconte l'histoire de justiciers supposément à la retraite, dont un des compagnons est assassiné et s'engagera alors une course contre la montre au but duquel se trouve un potentiel hiver nucléaire. Je vous avais prévenu que j'allais faire concis. Killing Joke. Alan Moore considère lui-même que ce n'est pas l'une de ses plus grandes œuvres et le public considère que c'est un monument de la mythologie de Batman. Qu'est-ce que ça raconte? Killing Joke nous met en scène un Joker qui s'échappe une énième fois de l'asile d'Arkham et élabore tout un plan assez cruel afin de prouver que l'homme le plus juste de Gotham peut devenir aussi fou que lui après avoir passé une très très mauvaise journée. Et enfin, V for Vendetta. Il y a
tellement de niveaux de lecture et de références dans V for Vendetta que je me contenterai de vous dire, c'est l'histoire d'un homme arborant le masque de Guy Fawkes, un révolutionnaire anglais qui tente de renverser le gouvernement fasciste de Northrise et, au passage, se venger des expériences qu'ils ont pratiquées sur sa personne. Les résumés que je viens de vous faire sont vraiment qu'une infime partie de ce que peuvent raconter ces sagas. Alors oui, tout comme chez Miller, il y a du sexe et de la violence dans les œuvres d'Alan Moore. Mais, même si ce n'est pas flagrant au premier abord, il n'en fait pas la promotion. Il s'en sert pour dénoncer quelque chose. Que dénonce Killing Joke? Que Batman est probablement aussi fou et dangereux que le Joker. Que dénonce Watchmen? Le système politique américain, que ce soit au travers des Watchmen en premier lieu, mais aussi à travers le personnage du président Nixon, encore au pouvoir 17 ans après le début de son mandat. Et dans V for Vendetta, la date de sortie est importante, 1989. À ce moment-là, le Royaume-Uni est sous le gouvernement de Margaret Thatcher, plus connue sous le nom de la Dame de Fer, qui était le Premier ministre, mais surtout un membre issu du Parti conservateur. Pourquoi Alan Moore utilise des justiciers pour parler de tous ces sujets? Je ne connais pas l'homme, mais instinctivement je vous répondrai que c'est par affinité. Parce que tout comme lui, ce sont des outsiders, des individus qui ne veulent pas se conformer à un système. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose lorsqu'on parle des vigilantes, c'est que tout comme leur ancêtre Robin Hood, ce sont avant tout des hors-la-loi. Je sais que c'est une idée déplaisante, mais qu'ils soient corrompus par une quelconque mafia ou une idéologie, le gouvernement en place reste l'autorité suprême et légale d'une société. Par définition, un justicier est une personne qui agit en redresseur de tort sans en avoir reçu le pouvoir par les institutions légales. Ceci est la définition donnée par le Larousse. En d'autres termes, un justicier est un citoyen qui décide de rendre justice lui-même. En ce qui concerne les comics, la frontière entre un héros, un vigilante et un villain est aussi ténue que celle qui existe entre un révolutionnaire, un résistant et un terroriste. Reprenons l'exemple de V for Vendetta. V est considéré comme un héros aux yeux de Eva qui l'a sauvé. Le personnage principal se considère quant à lui comme un révolutionnaire et le gouvernement qu'il combat le traite de terroriste. En tant que lecteur ou spectateur d'une fiction, il est très facile de choisir un camp, de se dire « Ouais, le mec est violent, mais il se bat contre la tyrannie, alors lui c'est le gentil, et eux c'est les méchants, voilà !» Alors oui, effectivement, c'est une façon de voir les choses très simplement. Mais d'un point de vue philosophique, la question est beaucoup plus complexe. Et elle existait déjà dans le droit romain, avec l'interdiction de porter des armes à l'intérieur de la ville, à cause des vendettas, des tueries vengeresses familiales, que se livraient les grandes familles de Rome auparavant. Et d'un autre côté, Jules César est devenu le garant et le protecteur de la loi romaine en s'emparant du pouvoir par la force. Il n'y a pas de vérité absolue. Seule l'histoire et ce que les individus laissent à la postérité permettent de dire s'il était nécessaire ou pas de briser les règles établies. Dans les faits, les vigilantes concurrencent la police et les forces de l'ordre en règle générale, et par là même prouvent le dysfonctionnement du système. Le paradoxe est que les justiciers apparaissent justement dans une société où les institutions qui en ont la gestion manquent d'efficacité, voire sont devenues compromis, et les citoyens finissent par être les victimes de ces failles. La question qui se pose alors est qu'est-ce qui peut pousser un individu à endosser un tel rôle, de risquer sa peau, nuit après nuit, si ce n'est une conviction inébranlable de ce que doit être la justice et aussi un profond traumatisme.